Bon, bienvenue à tous, à ceux que nous n'avons pas vus à l'Assemblée générale et tous les nouveaux invités. Bienvenue à Alexandre Sobo qui viendra se présenter et qui est un des candidats à la présidence du MEDEF. Donc vous aurez l'occasion de pouvoir échanger avec lui. Il attend beaucoup de questions de votre part. Et puis, donc c'est 9h45, donc on a une demi-heure avec Alexandre. Il viendra se présenter son programme et puis les questions. Et puis après, un sujet un peu ardu, mais franchement, dans nos entreprises, c'est un sujet sur lequel il faut travailler, sur la cybercriminalité, cybersécurité. Donc, je vais pas lire mais on a un programme intéressant. Alors, deux présentations un peu formelles, une table ronde où il y aura des témoignages d'entreprises qui ont eu malheureusement des problèmes d'attaque, de cyberattaque, criminalité et autres. On le verra. Une très belle présentation de la marque Ameublement Français que Catherine va nous faire, puis un cocktail déjeunatoire qui se passera ici. Et puis un deuxième candidat à la présidence, c'est Geoffroy, qui nous rejoindra à 14h. Avant de passer sur un sujet qui est également un peu ardu, la RGPD, mais qui est un vrai sujet pour nos entreprises. Une présentation d'Habitat Connect, qui est un projet porté par le SCBA. Et puis un panorama des actions de l'ameublement français. Je pense que c'est Cathy qui va passer à l'action, avant de clôturer à 16h pile, de façon à ce que vous puissiez reprendre chacun vos trains ou vos voitures. Voilà. Alexandre, c'est à toi. Voilà. Alors très rapidement, on se connaît un petit peu. Alexandre, je l'ai fréquenté dans le cadre du groupe des fédérations industrielles. J'ai fait souffrir Dominique. Oui, oui. Alors là, franchement, diabolique. Là, il s'est occupé du pôle social au MEDEF. Il nous a évité beaucoup de choses sur la pénibilité, ou quasiment tout. Il a beaucoup travaillé, effectivement, sur toutes les nouvelles lois travail. C'est quelqu'un, effectivement, qui est à fond dans ses dossiers. Et techniquement, moi, j'avoue que je suis très léger à ses côtés. Mais c'est quelqu'un de très efficace. Et Alexandre se présentera certainement, est un patron de TI, donc il est comme nous. Il dirige l'entreprise dans la nacelle et il m'expliquait que c'est des hauts et des bas tous les matins. Et franchement, c'est le cas. C'est une entreprise Holotte que vous connaissez peut-être. Et voilà. Alors je te laisse la parole. Donc tu fais comme tu sens, tu te présentes ton programme. Mais enfin, on n'est pas... je pense que c'est surtout les questions qui vont intéresser nos auditeurs. Voilà. Bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de me recevoir ce matin. C'est un plaisir de pouvoir venir partager un moment d'échange pendant cette campagne. Donc, je vais essayer de laisser un maximum de temps pour les questions. Surtout que moi, je considère que la campagne, c'est ce moment formidable où on entend les préoccupations du terrain, on entend les préoccupations de tous ses adhérents. Et ça fait maintenant 3 mois que je suis en campagne. Il reste un peu plus de 3 mois. Il va nous rester 2 grosses semaines. Et on apprend énormément dans ces échanges, dans ces rencontres, à travers les préoccupations que les uns et les autres peuvent exprimer. Alors, en quelques mots, juste vous dire pourquoi je suis devant vous aujourd'hui, pourquoi je suis candidat à la présidence du MEDEF. En fait, je voudrais, et je veux dans cette campagne, et surtout si je suis élu dans quelques semaines, mettre mon expérience de chef d'entreprise, mon expérience de président d'une grande fédération professionnelle, mon expérience de 2 ans à la tête du pôle social au service de notre organisation commune, de notre grande maison commune qui est le MEDEF, à un moment particulièrement critique, à un moment particulièrement important de l'histoire de notre pays et de l'histoire de notre mouvement. Alors, l'histoire économique de notre pays, je ne vais pas vous refaire la leçon sur toutes les grandes transformations du monde, numérique, écologique, énergétique, mondialisation, nouvelles formes de travail, enfin tout ça, vous le vivez comme moi. J'y reviendrai à travers quelques exemples, mais je crois que vous connaissez ces enjeux parfaitement. Mais plutôt insister sur l'enjeu politique interne. En fait, on a un vrai défi au MEDEF, c'est comment on va exister dans le débat de demain. Pour une raison assez simple, c'est que Macron nous a confisqué le pro-business.
Au moins, le positionnement du MEDEF du temps de Hollande, c'était facile. C'était pas simple en exécution, mais le positionnement était facile à trouver. On ne peut pas dire qu'il nous aimait beaucoup et il fallait se défendre, et il fallait incarner l'entreprise, le business. Si vous regardez ce qui se passe depuis un an, Macron a complètement confisqué ça et il est dans un échange avec l'opinion publique dans lequel on n'a plus notre place. Puisque dans 9 cas sur 10, il dit la même chose que nous. Et donc la question que je me suis posée, c'est comment on est capable de remettre le MEDEF dans ces débats, de le faire réexister, parce que s'il n'existe pas, la capacité qu'on aura à peser sur les choses va être faible. Et Dieu sait qu'il reste beaucoup de choses à faire. Je pense que votre quotidien est le même que le mien. Considérer qu'avec ce qui a été fait ces dernières années, on est redevenu compétitif, ça serait présomptueux. On a juste un peu moins de retard sur nos voisins qu'avant. Considérer qu'avec les ordonnances réformant le Code du travail, on a fini le boulot, là aussi, tout ce qu'il y a à négocier dans les branches, dans les entreprises, tous les ajustements qui restent à faire sont considérables. Et puis, je ne vais pas vous parler de la réglementation qui se sédimente année après année, couche après couche, quelles que soient les volontés politiques des uns et des autres. Vous savez, juste une anecdote, j'ai fait un jour de 2012, quand Hollande a annoncé son choc de simplification, j'ai fait un petit calcul chez Hollande dans une de nos usines du nombre d'obligations qu'on avait à satisfaire, parce qu'on faisait une revue ISO, et il nous avait demandé de faire la liste. Alors, voilà, on fabrique des nacelles, on a une cabine de peinture, on a des ouvriers qui assemblent des pièces. On a trouvé 7600 obligations différentes. C'est quand même pas mal. Et puis moi, plein d'espoir, je me suis dit, le président de la République a annoncé un choc de simplification, ça va s'améliorer. Et 2 ans après, on fait la revue ISO de contrôle et on a remis à jour la liste. On était passé à 8002. C'est juste pour dire que la volonté politique dans ce domaine ne vaut rien parce que la machine administrative tourne à plein régime. Et donc, ça ne s'est pas arrêté. Et l'arrivée de Macron n'a pas arrêté le système. La capacité à surtransposer, à produire des règles dans tous les domaines que l'on n'a aucune idée de comment on le respecte. Je me souviens de discussions sur les poussières de bois, où les seuils qu'on voulait fixer en France étaient inférieurs à la meilleure machine qui traite les poussières. Donc il n'y avait pas de solution technique à ce qu'on nous demandait de faire. Mais ça, l'administration n'en a rien à faire. Donc on voit bien, vous le vivez je pense comme moi, que notre environnement doit encore se transformer et s'améliorer pour qu'on puisse donner tout ce qu'on peut. Et la question c'est comment ? Et l'idée que je porte dans mon programme, c'est l'idée de réconcilier la France et l'entreprise, c'est l'idée du MEDEF qui agit et qui s'engage. Je pense que le MEDEF qui réclame et qui proteste, ça ne suffit plus. Je dirais même que le MEDEF qui propose, ça ne suffit pas. Parce qu'on va être une force de proposition parmi d'autres. Il faut qu'on soit capable d'apporter la preuve de notre utilité, et bien entendu, à un endroit où c'est aussi utile pour nos entreprises. Et c'est à cette condition, je pense, qu'on sera de nouveau demain capable de peser sur les choses. Alors, ce MEDEF qui agit et qui s'engage, il va falloir le construire avec tous nos adhérents. Parce qu'on a donné dans les engagements dans le quinquennat précédent. Vous avez tous souvenir d'un PINS. L'idée était bonne. L'idée de relier le monde patronal et la création d'emplois était bonne. Mais comme on a pris un engagement chiffré qu'on n'était pas capable de tenir, parce que ça ne dépendait pas que de nous, on a perdu tout le bénéfice de l'opération, non pas parce que l'objectif n'était pas bon, mais parce que l'engagement n'était pas tenu. Et si demain, on veut un MEDEF qui s'engage, il faut absolument que ce soit sur des engagements qu'on peut tenir. Et comme dans nos entreprises, si on veut tenir un engagement commercial ou un engagement de développement, il faut le partager avec tous ceux qui vont le réaliser. On sait tous que pour augmenter les ventes, il y a 2 méthodes. La première, c'est de coincer son directeur commercial et lui taper dessus jusqu'à ce qu'il vous donne le pourcentage de hausse que vous voulez. Ça fait plaisir au moment où il sort du bureau, mais on sait tous qu'on a assez peu de chances d'y arriver. Et puis la deuxième méthode, c'est effectivement de réunir tous les gens qui peuvent faire, tous nos commerciaux, et de consolider ce qu'ils pensent faire de plus, à quelles conditions ils sont capables de le faire en plus. Alors après, comme c'est des commerciaux, quand on a l'addition en bas, on rajoute tous 10% parce qu'on sait qu'ils sont prudents. Mais on a une capacité à faire. Et donc c'est tout ce que je voudrais construire. Alors j'ai mis dans mon programme un exemple sur l'apprentissage, parce que je pense qu'on est au cœur des enjeux du pays, sur le chômage des jeunes et le drame que c'est depuis 20 ans. Et on est aussi au cœur des enjeux de nos entreprises, de trouver les compétences de demain, de remplacer tous ces collaborateurs qui partent à la retraite. Donc on est à un moment un peu particulier où je pense qu'on a des points de rencontre assez nombreux et il faudra en trouver d'autres. Il y a des enjeux dans des secteurs pleins d'avenir qui parlent aux Français, il y a des enjeux sur le handicap, il y a des enjeux sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Avec une idée, c'est que si on est capable nous-mêmes de construire un engagement, on va peut-être échapper à l'obligation. Parce que finalement, quand on réfléchit à ce qui se passe depuis 40 ans en France, c'est toujours la même chose.
on identifie un sujet, il est rarement faux. Et la réaction naturelle dans notre pays, c'est que pour répondre à ce sujet qui concerne nos entreprises, on prend une loi, un décret, un arrêté, on nous impose des choses. Puisqu'on nous impose des choses, on met des sanctions pour ceux qui les respecteraient pas, et puis on embauche des fonctionnaires pour vérifier qu'on fait et prononcer les sanctions. Et ça fait 40 ans que ça dure, et ça sédimente, sujet après sujet, préoccupation après préoccupation, des obligations sur nos entreprises. Moi, ce que j'aimerais un jour, c'est qu'on puisse juste se mettre sur une base volontaire en capacité de répondre à un certain nombre d'enjeux. Finalement, la question n'est pas de savoir si tout le monde prend des apprentis, la question est de savoir si tous les jeunes qui arrivent sur le marché du travail ont un job et un avenir. Et donc, raisonner en objectif, comme on le fait dans nos entreprises, raisonner en projet, ça doit nous permettre, je pense, de répondre à beaucoup de questions. Donc, le projet que je porte, c'est un vrai changement de posture du MEDEF pour qu'il soit en situation demain de peser sur les choses, d'être écouté de l'opinion publique. Moi, je rêve qu'un jour, dans l'esprit des Français, la lutte contre le chômage des jeunes réussit, ce soit notre résultat, notre victoire, le résultat de notre engagement. Je pense que pour débattre, pour être un vrai partenaire crédible du pouvoir sur tout ce qu'on a à peser, sur tout ce sur quoi on a à peser, ça serait un formidable atout. Alors, pour mettre en œuvre derrière cette méthode, il y a un sujet d'organisation. Donc, je crois que tout le monde le reconnaît, l'organisation actuelle du MEDEF est un petit peu complexe. On a sédimenté, augmenté, créé des commissions dans tous les sens. Moi, je rencontre à beaucoup d'endroits des adhérents qui ne savent plus très bien. Alors, il se passe plein de choses de bien, je vous rassure. Il y a énormément de compétences. Ce n'est pas toujours très lisible. Donc, réorganiser le MEDEF comme dans nos entreprises autour de grandes fonctions, de grands pôles que tout le monde connaît et reconnaît. Et je voudrais juste citer 2 petits exemples dans les pôles. Un premier sur tout ce qui est transformation numérique. Moi, je ne crois pas, et je suis ravi qu'on ait des startups. J'en discutais avec Dominique en entrant. Vous accueillez aujourd'hui un certain nombre d'acteurs et de gens qui travaillent dans ce domaine. Et c'est une super nouvelle. Mais il ne faut pas rêver, on ne va pas sauver le pays juste par le développement de plus de startups. Il faut un écosystème favorable, mais faire de la France une startup nation, ça ne suffira pas. L'enjeu, c'est comment on accompagne toutes nos entreprises, de la plus révolutionnaire à la plus traditionnelle, dans ces transitions numériques, dans ces transformations de nos organisations. Et là, je vais vous dire, j'ai une bonne expérience parce que ça fait maintenant 5 ans chez Olot que j'ai engagé, dès qu'on est sorti de la crise, cette transformation. Un tout petit mot de mon histoire. J'ai pris la direction de cette entreprise en 2004. En 3 ans, j'ai fait doubler et tripler le chiffre d'affaires. On est passé de 200 à 600 millions. Avec la crise de 2009, on est redescendu de 600 à 200 en 18 mois. Là, déjà, on se trouve un peu moins bon, mais bon, on a survécu. Marché divisé par 4, chiffre d'affaires divisé par 3, production divisée par 8. Et puis, la crise a duré 4 ans avant qu'on commence à sortir la tête de l'eau. Et depuis 2013, on a engagé une transformation profonde de l'entreprise dans tous ses aspects. Alors, je le sais, hein, une nacelle élévatrice, ça fait rêver personne. C'est une grosse machine en métal avec des roues, un bout de propulsion, ça monte et ça descend. Mais aujourd'hui, dans toute l'entreprise, le numérique est partout. Dans l'organisation du travail, dans les échanges, dans la conception des produits. Aujourd'hui, on fait des prototypes complètement virtuels. Dans le contenu des produits avec des objets connectés, la question du partage des données, la question des discussions avec nos clients, et on est au cœur de tout ça. Et j'ai même découvert 2 choses. On a des applications Olot. N'hésitez pas à vérifier sur votre smartphone. Bon, si vous pouvez attendre la fin de mon intervention pour que je vous tche dessus, je vous en remercie. Mais il y a des applications Olot. Et j'ai même découvert, on est au cœur du B2B, que nos clients ont créé des forums Facebook et autres WhatsApp pour échanger sur la qualité de nos produits. Et donc on voit bien qu'au cœur de l'entreprise la plus traditionnelle, toutes ces révolutions ont des effets considérables. Et moi, je voudrais absolument que le MEDEF se saisisse de ce sujet pour être en appui de nos fédérations, en appui de nos territoires, pour être sûr qu'on peut accompagner et conseiller. Après, il faudra que chacun se prenne en main, toutes nos entreprises face à ces transformations qui impactent l'économie partout aujourd'hui, dans tous les secteurs de l'économie. Le vrai enjeu, c'est ça. Et puis le deuxième, et ce sera quasiment la fin de mon intervention pour laisser beaucoup de temps aux questions, c'est le sujet de la prospective et du temps long. Moi, je veux que le MEDEF repense le temps long. Quand je regarde mes 3 années dans ce monde-là, on a été ballotté d'une idée d'un gouvernement à une injonction d'un syndicat, d'une déclaration d'une ONG à un drame, ça peut être une explosion d'usine, un drame sanitaire. On est toujours en défense et en réaction, et on n'est pas du tout maître de notre agenda. Et moi, je pense qu'en repensant le temps long, en repensant les enjeux de demain, on va être capable, que ce soit sur le social,
en ayant notre propre agenda social, que ce soit dans les sujets paritaires, en ne restant que là où on est en situation de décider et de peser sur les choses, et que ce soit évidemment dans tous les sujets de société qui peuvent produire des lois, des règlements. Pensons les sujets nous-mêmes en amont. On a une intelligence et une expertise formidable au sein de notre monde patronal. On en a beaucoup plus que tous les autres. Faisons-la travailler, vivre ensemble pour se dire c'est quoi le sujet dans 5 ans. Et si on le pense nous-mêmes dans 5 ans, on va pouvoir imaginer les meilleures réponses possibles, avec 2 objectifs. Un, que les réponses qu'on imagine ne soient pas dommageables pour notre business, parce que très souvent, quand l'État s'en saisit et s'en saisit à court terme, les effets sur l'économie et les effets sur nos entreprises, c'est un sujet secondaire. Et même plus que ça, non seulement pas être dommageable, mais être force de proposition pour apporter des réponses. Et on sait tous que quand on met le débat, on met un sujet dans le débat avec nos mots et nos réponses, on est par nature dans le débat public beaucoup mieux parti que si on laisse un tiers, en général pas très bien disposé à notre endroit, le faire. Quand c'est une ONG trotskiste qui pose une question dans le débat public, en général, son souci de nos préoccupations et de nos enjeux est assez secondaire. Et donc, on se retrouve en défense. Donc, repenser le temps long, accompagner les entreprises dans la transformation numérique, quelle qu'elle soit, je pense que c'est 2 belles priorités que je mettrai en œuvre si je suis dans quelques semaines élu président, j'allais dire de la République. Je me suis arrêté avant qu'il soit trop tard. Président du MEDEF. Alors ensuite, comme c'est quand même un pitch, pourquoi voter pour moi ? Je vous dirais simplement 3 choses. La première, je pense que mon expérience de chef d'entreprise de la même entreprise depuis 17 ans, qui l'a mené sur les chemins de la croissance, qui l'a sauvé en 2009 dans une crise d'une violence extrême. Juste pour anecdote, quand j'ai rencontré mes banquiers au printemps 2009, je leur ai dit en même temps que mon chiffre d'affaires avait été divisé par 3, qu'on perdrait 60 millions d'euros dans l'année et sans doute la même chose l'année prochaine, qu'on leur devait 350 millions d'euros, mais qu'il ne fallait surtout pas qu'ils s'inquiètent. C'est vrai que quand vous rentrez en réunion, vous n'êtes pas tout à fait convaincu que vous allez y arriver. Mais si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que force de conviction, de détermination m'ont permis de les convaincre que ce n'était pas le moment de tirer le tapis. Et ils ont eu bien raison, puisque l'entreprise aujourd'hui va bien et qu'on est en situation de leur rembourser l'intégralité de ce qu'on leur devait à l'époque. Donc, un parcours, une histoire dans lequel je me suis attaché à préserver le long terme, à défendre l'outil industriel français. Je n'ai fermé aucune usine en France, on n'a pas fait de plan de licenciement. Une histoire personnelle qui, je pense, dans le débat actuel, dans l'idée de réconcilier la France et l'entreprise, vaut quelque chose. Deuxième sujet que j'ai évoqué en filigrane, une vraie méthode. Ce que j'ai mis dans mon programme, c'est une vraie façon de peser sur les choses, de se poser ensemble, une vraie façon de travailler en mode projet, comme on fait dans nos entreprises, qui associe tout le monde pour être en réponse à des enjeux et en capacité demain d'être un vrai partenaire, exigeant mes partenaires de Macron pour transformer le pays. Et puis la troisième chose, je dirais, par rapport à mon histoire patronale, c'est aujourd'hui, je pense, une vraie crédibilité vis-à-vis de tous nos interlocuteurs, du président de la République jusqu'aux leaders syndicaux, en passant par tous les ministres, directeurs de cabinet. J'ai la chance de les avoir tous pratiqués pendant les 3 dernières années, d'avoir obtenu, Dominique l'a gentiment dit, quelques succès, notamment la réforme de la pénibilité. C'est 4 ans de combat. C'est une des raisons de mon engagement patronal. C'est, je pense, aujourd'hui un dispositif qui est peut-être pas parfait, mais qui est tout à fait praticable et qui n'angoisse plus nos chefs d'entreprise. C'est aussi un combat gagné contre les idées folles d'indemnisation des démissionnaires, qui aurait pu coûter 5 milliards d'euros en dépenses publiques. On a réussi à le ramener à 200 millions donc, pour accompagner quelques transitions professionnelles. Donc c'est une détermination, une crédibilité vis-à-vis des interlocuteurs qui fait que dans tous les chantiers qui sont ouverts, et croyez-moi, Macron en a encore beaucoup, je pense être immédiatement opérationnel pour défendre nos entreprises. Et sachez-le, ce sera le mot de la fin. Je n'ai qu'un seul objectif et qu'une seule motivation dans ma candidature, c'est être, avec le MEDEF, le plus en situation possible de défendre toutes nos entreprises dans un environnement qui doit encore beaucoup changer. Merci beaucoup. Vous avez 2 micros qui vont circuler dans la salle, donc n'hésitez pas pour vos questions. Anne Midaven. Anne Midaven. Vous l'avez dit vous-même, le MEDEF est à un tournant puisque le monde bouge et le monde de la France bouge beaucoup. Le président de la République et son gouvernement ont un rapport assez déstructurant par rapport au syndicalisme, qu'il soit un syndicalisme ouvrier ou un syndicalisme patronal. Aujourd'hui, il y a un projet de réduction du nombre de branches. Vous êtes, en tant que MEDEF, le fédérateur de nos fédérations. Si tout à coup, il y a très peu de branches,
Est-ce que vous ne craignez pas que le gouvernement s'adresse directement aux branches et tout à coup oublie qu'il y a un MEDEF? Comment est-ce que vous pouvez ou vous espérez pouvoir peser contre ces décisions qui sont déstructurantes au niveau patronal? Alors, d'abord, il faut être bien clair. Il faut résister à cette approche malheureusement fréquente dans notre pays administrative qui consiste à dire une branche n'a pas de raison d'être parce qu'elle a moins de tant de salariés. C'est un truc, je n'ai jamais compris d'où ça venait. Une branche n'a pas de raison d'être quand elle n'est pas capable de rendre à ses adhérents les services que ses adhérents attendent d'elle. Et ça, c'est une réalité qui est complètement différente. Donc à nous de faire la démonstration sur chacun des sujets. Est-on en situation de répondre aux besoins, aux questions qui sont posées, aux responsabilités qui sont confiées, et ayons une démarche nous-mêmes proactive pour éviter que la chape administrative nous tombe dessus. Cela dit, quand je regarde le nombre de branches qu'il y a et parfois les nuances ténues qui existent ici ou là, on a peut-être honnêtement quand même un tout petit peu de travail à faire, avec une condition. Moi, c'est mon combat depuis que ce sujet est sur la table. J'ai obtenu quelques résultats dans les ordonnances l'été dernier. C'est quand on rapproche de branches, si en même temps on rapproche de conventions collectives et que systématiquement on s'aligne par le haut, dans l'état de compétitivité de notre pays, ça n'est pas acceptable. Et donc, le vrai combat que j'ai mené dans l'ombre depuis 1 an, avec un certain nombre de résultats, mais il en faut encore, c'est que quand on rapproche 2 branches, on n'aligne pas les conditions vers le haut, qu'on fait coexister pendant un temps suffisamment long les 2 règles pour permettre au temps d'harmoniser les choses, pour permettre à la négociation de permettre de trouver des solutions, pour faire tomber d'une façon ou d'une autre le principe de faveur, parce que ce qui est vraiment destructeur, quand on rapproche des organisations, c'est ça. Donc il reste des choses, on a obtenu des choses, il en reste à obtenir, et ce sera mes 2 priorités, pas de rapprochement administratif, mais un rapprochement pragmatique. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? À quelles conditions on est capable de le faire? Et motiver les gens quand c'est possible, pour qu'effectivement ils le fassent ensemble, parce qu'on est plus fort ensemble. Et pour répondre à la deuxième partie de vos questions, d'abord, je ne pense pas qu'il restera une dizaine de branches. Même en Allemagne, même dans les pays, on est plutôt autour d'une 50aine de grands secteurs ou de grandes branches avec à l'intérieur des briques. Donc ce n'est pas parce qu'on est dans une grande branche que c'est tout pareil. Je ne suis pas sûr qu'on arrive un jour à 50 en France. On est dans un pays de village gaulois, donc il ne faut pas se faire d'illusions. Ce qui est important, c'est d'être capable de rendre le service. Et moi, je suis convaincu d'une chose, ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort que ce qui nous sépare. Et il faut qu'on soit capable de faire vivre la gouvernance du MEDEF pour qu'on décide ensemble les sujets qu'on va porter collectivement. Il y a des sujets, je suis sûr que Dominique et tout votre secteur, vous êtes les mieux placés pour les porter. Le MEDEF, il doit juste être en appui, de quoi vous avez besoin, d'un peu de complément d'argumentaire, d'un relais auprès d'un ministre, mais c'est vous qui avez la crédibilité, la connaissance des dossiers pour les porter. Il n'y a aucune raison que je vienne me mettre au milieu de tout ça et que je vous empêche de faire, je suis là pour vous aider. Et puis il y a des sujets plus transversaux, je pense à la pénibilité, je pense à des sujets fiscaux assez généraux. Moi, j'aurais 2 priorités. Les impôts de production, que je veux qu'on appelle les impôts sur le Made in France. Parce que quand on parle des impôts de production, personne ne comprend. Je pense que si demain, on arrive à appeler ça impôt sur le Made in France, sur la fabrication dans notre pays, il faut voir comment on le formule, on va travailler sur le sujet. Je pense qu'à un moment donné, ça peut s'entendre un peu plus. Donc ça, c'est une priorité. La deuxième, c'est tout ce qui est baisse du coût du travail sur l'ensemble de l'échelle des salaires. Ce n'est pas à l'État de choisir quel est le bon niveau de salaire par rapport à nos préoccupations. On a aussi besoin d'ingénieurs, de commerciaux, de chercheurs. Je pense qu'il faut que l'État n'ait pas de mette pas de biais dans ce sujet-là. Il y a plein de sujets où je pense que le MEDEF sera plus fort parce qu'il porte une préoccupation commune et en représentant toutes les entreprises de France, on a plus de leviers. Et après, pour avoir une chance de gagner, je reviens au cœur de mon projet, réconcilier la France et l'entreprise, il faut, face à Macron qui a confisqué le pro-business, refaire la preuve de notre utilité, refaire la preuve de notre capacité d'apporter sur une base volontaire et en mode projet des réponses aux enjeux du pays. Et je pense que là, on sera de nouveau réécouté. Donc je ne suis pas du tout inquiet. Si on change, si on met en œuvre tous ensemble la philosophie du projet que je porte, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, le MEDEF sera plus fort, sera plus puissant, sera plus écouté, avec un seul objectif, obtenir toutes les avancées qu'on attend. Une autre question ? Une question par rapport à la faible représentativité des syndicats employés. Avec qui on négocie et comment on débat? Alors, en France, sur la partie syndicale, on a un problème. C'est effectivement une faible représentativité
qui est notamment lié aux règles de la représentativité syndicale, puisque la représentativité syndicale a été assise sur l'élection et non pas sur l'adhésion. Et donc, quelque part, on a fait disparaître chez eux un moteur clé qui existe dans le monde patronal, qui est aller chercher des adhérents. Et des syndicats faibles sont en général des syndicats irresponsables. Et des syndicats irresponsables sont faibles. Et la vraie question qui va nous être posée, si on regarde là où comment ça se passe bien chez les autres, c'est si on veut qu'ils soient responsables, il faut qu'ils soient forts. Mais nous, quand on les regarde irresponsables, on n'a pas envie qu'ils soient forts. Parce qu'on ne veut pas d'un fort irresponsable. Et donc le sujet, c'est comment on essaye d'organiser cette transformation du paysage, quel levier on peut avoir, quel sujet on peut négocier. Ça ne va pas être facile, mais j'ai beaucoup échangé avec tous les leaders syndicaux dans le cadre de mes responsabilités. Ils sont très conscients qu'ils sont en danger de mort. En vrai, ils ne le diront jamais publiquement, mais ils en sont parfaitement conscients que leur business model est en phase d'atrophie diabolique, avec en plus Macron qui veut mettre les partenaires sociaux de côté sur 80% des sujets. D'ailleurs, ils l'ont dit dans les dernières semaines, ils veulent reprendre la main, ils veulent aussi bâtir un agenda social autonome, ils veulent refaire la démonstration de leur utilité collective. Donc je pense qu'il faut essayer de profiter de ce moment pour voir si on est capable de les emmener, j'allais dire, leur faire quitter le côté obscur de la force. Est-ce qu'on peut en faire, comme je pense on a réussi souvent à le faire dans nos entreprises, au-delà de la négo annuelle sur les salaires, un partenaire des transformations, quand on prend le temps de leur expliquer dans l'entreprise, les délégués du personnel, les gens qui sont avec nous, il y a quand même plein de choses qu'ils comprennent. Ils sont dans l'entreprise, ils comprennent un certain nombre d'enjeux quand on les accompagne. Comment on arrive à ce que ce qui se passe dans nos entreprises se passe de façon plus générale. Moi, je pense qu'on a une fenêtre d'opportunité. Je pense qu'il faut qu'on se donne une stratégie dans ce domaine pour avoir demain des interlocuteurs responsables, parce que c'est vraiment la grande difficulté. Et après, il y a plein d'enjeux plus détaillés dans nos entreprises sur les règles de représentativité, sur le monopole de premier tour, etc. Mais si on veut faire bouger les syndicats là-dessus, pourquoi ils s'accrochent à tout ça? Pourquoi ces sujets qui nous exaspèrent, ils ne veulent pas bouger? Parce qu'ils ont peur pour leur existence. Parce que c'est le dernier truc qui leur reste pour qu'ils gardent un petit périmètre. Et ils ont l'impression que si on leur enlève ça, ils n'auront plus rien. Donc si on veut qu'ils bougent là-dessus, et il faut qu'ils bougent là-dessus, il faut essayer, avec l'aide du gouvernement et surtout par le dialogue social, de démontrer qu'il y a une utilité à côté. Et que ce n'est pas en s'accrochant à des vieux monopoles et à des vieilles règles qui vont se construire un avenir. C'est en redevenant, eux aussi, avec leur sensibilité, qui ne sera pas la même que la nôtre, un vrai partenaire de la transformation du pays pour répondre aux attentes des salariés et des entreprises. Ça, je ne vous promets pas qu'on va y arriver en 3 ans. Mais comme dit ma grand-mère, c'est parce que c'est long qu'il faut s'y mettre tout de suite. Vous êtes face à des industriels qui gèrent une taxe fiscale depuis 1971. Elle est globalement utile, elle sert à la formation, elle sert à l'exportation, elle sert à la création. Et quelle est votre position sur les taxes fiscales qui sont peut-être menacées demain ou qui seront remplacées par des CVO? Mais est-ce qu'on peut avoir votre sentiment sur ces taxes? Moi, j'ai une règle intangible, ça s'appelle le principe de subsidiarité. Si au sein d'une branche ou d'un secteur, vous avez trouvé une solution qui vous convient, à quel titre, moi, président du MEDEF, j'irai m'en occuper, vous faire donner des recommandations, vous empêcher de faire ceci ou cela? Donc, premier principe que je veux appliquer, un secteur qui a fait le choix de cette organisation, ce n'est pas à moi d'interférer, et si je suis président du MEDEF, jamais je ne le ferai. Ensuite, on a un deuxième enjeu avec les taxes que vous évoquez, c'est que l'État a tendance à les écrêter. Et donc, il nous récupère de l'argent. Et ça, pareil, ce n'est pas admissible. Donc, dans ces situations, comment est-ce qu'on est capable de convaincre que pendant 1 ou 2 ans, il vaut mieux baisser un peu le taux pour assurer le strict financement et éviter que l'État prenne de l'argent à nos entreprises? Mais ça veut dire aussi que collectivement, quand ça va moins bien ou quand il y a besoin de plus d'argent, il faut accepter de remonter le taux. Est-ce qu'on est, dans tous les secteurs, j'ai fait l'expérience, quand on baisse une taxe, c'est toujours facile. Quand 2 ans après, pour une bonne raison, il faut la remonter, c'est bizarre, ce n'est pas toujours aussi facile à décider. Donc, quels sont les outils dont vous avez besoin pour qu'on ait une gestion autonome? Moi, si je devais résumer mon programme à la tête du MEDEF, c'est je veux reprendre la main. Je veux qu'on soit maître de notre destin. Et je veux que vous soyez maître de votre destin. Donc, comment je peux vous aider à ce que sur ces outils, on ait, avec l'État, fixé des règles qui vous permettent de faire ce dont vous avez besoin? Alors après, il y a les contributions volontaires obligatoires.
mais dont j'ai compris qu'elles avaient un petit effet secondaire indésirable, c'est qu'en général, les importateurs ne les payent pas. Je revenais sur les taxes sur le Made in France. On ne va quand même pas être nous-mêmes promoteurs d'une situation où, parce que c'est l'outil qui répond un peu mieux à nos attentes, on pénalise tout ce qui est fabriqué en France. Donc moi, j'aurais évidemment, avec votre aide, une discussion avec Bercy sur le sujet, pour savoir comment on peut juste construire l'outil qui correspond à ce dont vous avez besoin. Et si je devais prendre cet exemple, c'est un outil dont on sait faire varier le taux pour éviter que l'État nous fasse les poches. C'est un outil qui frappe la base que nous avons décidé de frapper. Et donc je pense vraiment qu'il faut, à chaque fois que c'est possible, frapper tout ce qui est vendu en France et pas seulement tout ce qui est fabriqué en France. Et puis, troisièmement, c'est effectivement éviter qu'il y ait des effets de bord ou que l'État puisse changer des règles sans nous. Après, il y a une condition à ça, c'est que les conditions de mise en place, mais ça c'est au sein des secteurs, c'est que ce soit suffisamment largement accepté pour ne pas avoir ce que j'ai eu il n'y a pas longtemps dans un autre secteur où il y a une branche qui a décidé quelque chose, je ne sais pas dans quelles conditions c'était fait, mais j'ai vu débarquer dans mon bureau des dizaines d'entreprises qui étaient à la marge concernées par la taxe, qui n'avaient pas été associées à la décision et qui trouvaient complètement scandaleux qu'en dehors de toute prise en compte de leurs préoccupations, on leur ait collé une taxe nouvelle. C'est sûr, quand on parle de compétitivité, on est parfois dans des situations complexes. En tout cas, dans ce domaine, n'ayez aucun doute sur le fait que je serai là pour vous aider à définir et à mettre en œuvre le meilleur outil dont vous avez besoin, avec 2 recommandations. Faites en sorte que ce genre d'outil soit géré dans le plus large consensus pour éviter les tensions en votre sein. Et le deuxième, c'est avec l'esprit de responsabilité qui fait qu'on est capable, quelles que soient les circonstances, de monter et de descendre. Parce que le vrai sujet, c'est qu'en général, quand il faut remonter le taux, c'est que l'économie ne va pas très bien. Et quand l'économie ne va pas très bien, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont très envie de payer un peu plus. Oui, là, ici. Là. Oui, j'ai vu. Mais comme j'ai vu un micro bouger de l'autre côté, j'étais un peu inquiet de savoir quel était le... Juliette Rapina, Société Loxos. Je vais vous poser une question un peu naïve, en fait. Peut-être vous avez déjà un peu répondu, mais comment se fait-il qu'on en soit là et que, en fait, un président de la République aujourd'hui qui est pro-business ne veuille plus discuter avec ni les syndicats patronaux, ni les syndicats ouvriers? Il y a quelque chose, enfin ouvriers, c'est pas comme ça que je devrais le dire. Il y a quelque chose qui m'échappe, en fait, dans cette incapacité aujourd'hui à ce que chaque organisation qui représente, en fait, un élément fondamental de l'économie française ne puisse pas être entendue d'un président de la République. Et comment vous allez faire pour effectivement renouer le dialogue, puisque en fait on est quand même dans un pays très jacobin, et si on renoue pas le dialogue, on va dans le mur. C'est ma première question, pardon. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour communiquer auprès des jeunes générations, pour leur faire comprendre effectivement que le monde de l'économie, c'est pas que le monde des startups, et qu'il y a un champ des possibles, et comment est-ce que le MEDEF va pouvoir s'associer à cette partie éducative de cette génération qui arrive sur le marché et qui est complètement déboussolée? Alors pour répondre rapidement à la première question, aujourd'hui c'est simple, le président de la République c'est un libéral étatiste. Et il considère que les partenaires sociaux c'est des ralentisseurs de la transformation qu'il faut faire. Et quand on regarde ces 20 dernières années, on ne peut pas complètement lui donner tort. On n'a pas toujours été à la hauteur des ambitions, parce que la qualité du dialogue social, parce que nos interlocuteurs, parfois parce que nos propres postures ou nos propres conservatismes ne nous ont pas permis de bouger autant qu'il fallait. Donc, tout le cœur de ce que je propose, c'est justement de changer ça. Il faut que demain, le président de la République voit en nous, d'abord le MEDEF, et idéalement tous les partenaires sociaux, un partenaire exigeant de la transformation réussie. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de lui apporter des freins et des ralentissements, un peu comme on l'a fait dans la négociation formation professionnelle, on lui apporte des solutions. Pourquoi est-ce que j'ai pu, avec les équipes du MEDEF, quand j'ai négocié les syndicats, convaincre Macron d'abandonner son projet sur l'assurance chômage? Parce qu'on a réussi à faire la démonstration que ce qu'il proposait allait coûter une fortune et n'améliorait pas vraiment le fonctionnement du marché du travail. Et qu'en plus, pour qu'il tienne sa promesse de campagne, on lui a construit du cousu humain une solution qui cochait la case. Eh bien, on lui a apporté une solution, il l'a pris. Alors, je me suis fait engueuler parce qu'ils m'ont dit, tu sais que c'est la première fois qu'on ne fait pas ce qu'il y a dans le programme. Alors, ils voulaient me faire porter la faute. Je leur ai dit, non, mais ce n'est pas de ma faute, c'est parce que ce qu'il y avait dans le programme sur ce point était idiot.
Et donc vous avez eu raison de ne pas le faire. Mais il faut qu'on soit un partenaire et qu'on apporte des solutions. C'est l'idée de l'apprentissage. Macron a un formidable enjeu sur le chômage, en particulier sur le chômage des jeunes. S'il nous voit, parce qu'on est capable de s'engager comme quelqu'un qui va lui régler une partie de son problème, il va complètement changer de regard. Avec un objectif simple comme en Allemagne, c'est que quels que soient les sujets économiques qu'il traite, avant de les ouvrir ou avant de lancer des choses, il y a un échange approfondi avec le président du MEDEF. En Allemagne, le président du BDI ou du BDA, il est consulté systématiquement par Merkel avant l'ouverture de chaque sujet économique. Mon objectif stratégique, c'est que demain, le président du MEDEF il soit consulté systématiquement par Macron avant toute ouverture de chantier important nous concernant. Ben pour ça, il faut restaurer cette crédibilité et il faut donc qu'on soit un partenaire exigeant, mais un partenaire de la transformation du pays. Et c'est le cœur de ce que je propose et ce que j'aimerais, à travers le dialogue social, c'est qu'on arrive sur certains sujets à emmener les syndicats. Il y a des sujets où je pense qu'on peut se mettre d'accord sur des enjeux de mobilité, sur des enjeux de transition professionnelle, sur des enjeux de nouveaux métiers, nouvelles formes de travail. Il ne faut pas croire qu'on est en opposition. Voilà, ce qui fait que j'ai oublié la deuxième question. L'attractivité. L'attractivité auprès des jeunes. Ah, pardon, l'attractivité auprès des jeunes. Il n'y a pas que des start-up en France. Non, mais alors, surtout pas que des start-up. Si on veut faire venir les jeunes, c'est une expérience qu'on a faite dans la métallurgie pendant 3 ans, parce que c'est une des questions qu'on s'est posées en arrivant. On a des jobs formidables dans nos entreprises et on manque de candidats. On a fait un sondage diabolique. 80% des gens qui travaillaient chez nous étaient contents d'y être. Donc ça veut dire que ça se passe bien. Mais quand on interrogeait les gens qui n'y étaient pas, il y en avait que 30% qui avaient envie de venir. Donc il faut aller chercher les gens là où ils sont. Et je dirais de façon générale, c'est un problème du patronat. On a tendance à se parler à nous-mêmes. Quand on se parle entre nous avec nos mots et nos codes, c'est sûr que le jeune, il n'est pas très réceptif, il n'est pas très sensible. Donc il faut commencer par aller regarder ce qu'ils attendent. Il faut aller chercher leurs préoccupations, leurs mots, là, à quoi ils sont sensibles. Et il faut leur parler non pas avec notre langage, mais avec le leur. Il ne faut pas leur expliquer qu'on est les meilleurs. Il faut comprendre ce qu'ils attendent et leur expliquer comment on peut répondre à leurs attentes. Là aussi, c'est un complet changement de posture, c'est un complet changement de méthode de communication. Et il faut simplement le faire en gardant à l'esprit qu'on est là pour défendre les entreprises. Donc, il ne faut pas aller leur raconter ce qu'ils veulent entendre si on n'est pas capable de le tenir. Et toute la difficulté, c'est de rapprocher les deux. Et ça passe par des enquêtes, ça passe par de l'écoute. Il y a plein de choses. Enfin, toutes nos entreprises qui font du B2C le savent bien. Il faut aller comprendre ce qu'attend le client et quand on communique, il faut aller communiquer en face de ses attentes. Je pense qu'on a exactement le même problème. Alors, on n'est peut-être pas complètement encore câblé pour ça dans les organisations patronales, mais j'ai vu à pas mal d'endroits où ça change. J'ai vu des belles campagnes sur l'apprentissage, sur la fabrique de l'avenir, sur là j'en vois d'autres qui viennent du bâtiment sur aussi ces enjeux d'emploi. Je trouve qu'il y a des évolutions positives qui se font et vraiment aller chercher les gens là où ils sont. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Est-ce qu'ils attendent du sens à l'action ? Est-ce qu'ils attendent de la stabilité ? Est-ce qu'ils attendent un CDI ? On va voir qu'il va y avoir des segmentations, des catégories différentes. Il faudra apporter à chacun les bonnes réponses pour leur donner envie de venir. Mais moi, je veux leur donner envie de venir dans toutes les entreprises. Je veux pas leur faire rêver avec une devanture magnifique, avec quelques boîtes du numérique, quelques start-up. Je veux qu'ils aient envie de venir dans toutes nos entreprises parce qu'elles sont toutes formidables. Moi, ce que j'ai vu pendant 3 ans à la tête d'une grande fédération patronale et ces 3 mois de campagne, c'est des entreprises formidables aux 4 coins du pays, qui ont des idées, qui s'engagent, qui font des choses, qui donnent envie de venir. Il faut qu'on raconte ensemble cette histoire, il faut qu'on la raconte avec les bons mots pour que les gens comprennent ce qu'on leur offre et qu'ils aient encore plus envie de venir chez nous. Parfait. Une toute dernière question. Moi, je suis prêt à faire 5 minutes de plus. Florent. Oui. Florent. Oui. Bonjour, monsieur Soubou. On en prendra 2 alors. Je voudrais revenir sur l'apprentissage. C'est un sujet très important pour nos entreprises. Je vais être un petit peu brut. Je pense qu'un apprenti aujourd'hui coûte plus cher qu'un travailleur détaché. Quelle est votre position là-dessus ? Comment attirer nos jeunes dans les entreprises ? On ne les fait pas rêver. Il faut les former, donc il faut qu'on garde nos anciens. Et on a également un autre phénomène, c'est cette libre circulation de véhicules, de petits camions légers qui circulent dans toute l'Europe, qui permet aux marchandises d'arriver du Portugal, de Pologne, enfin de tous ces pays limitrophes qui font partie de l'Europe, et qui, à mon avis, pénalise l'apprentissage. Moi, j'ai une règle intangible dans ce domaine, il faut partir de la réalité du terrain.
Donc c'est ce qu'on a essayé de faire dans la réforme de l'apprentissage qu'on a négocié cet hiver. Alors on a peut-être oublié des briques, et tout l'objet des états généraux que je veux lancer si je suis élu sur ce sujet dès le lendemain de mon élection, c'est d'expliquer, voilà le nouveau cadre, quels sont vos enjeux, quelles sont vos difficultés, pour là aussi être capable d'y apporter des réponses. Aujourd'hui, le gouvernement a accepté de refaire une seule aide à l'apprentissage, de la concentrer sur les moins de 250, ne me demandez pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas c'est le choix qui a été fait, et de donner par le paiement contemporain du salaire et de l'aide une vraie lisibilité, en tout cas la première année, enfin toutes les années, mais avec un coût qui dans les entreprises de moins de 250 sera très limité. Le coût net pour l'entreprise de l'apprenti la première année sera de quelques dizaines d'euros par mois, tel que ça a été construit. Donc, quand on a une charge salariale nette de, je crois, 85 ou 90 euros par mois, si vous me dites que c'est trop cher, il y a un moment où je ne comprends plus complètement. Et avec l'idée que l'aide baisse dans le temps, puisque la deuxième année, normalement, l'apprenti a appris des choses, il est plus productif. Donc, ce qu'il est capable de nous apporter est un peu plus important, et puis jusqu'à la troisième année. Alors après, pourquoi ils se sont arrêtés à 250 ? Parce qu'ils sont fauchés. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'un jour, on arrivera à remonter le seuil. Mais il me semble que pour le cœur des entreprises où cette préoccupation économique est forte, la réforme qui est en train d'être adoptée apporte un certain nombre de réponses. Moi, ce que je ferai demain, c'est présenter tout ce qu'on a obtenu et puis aller voir avec chacun de ceux qui veut participer quelles difficultés il vous reste. Mais là aussi, l'idée, c'est de consolider les difficultés avec un projet. Je serai plus crédible si en mars 2019, je vais voir le gouvernement en lui disant « Écoutez, voilà, j'ai fait le tour du monde patronal, on a consolidé des engagements, des objectifs. On est capable de faire 45 000 apprentis de plus à la rentrée 2019, en septembre 2019. Maintenant, j'ai deux demandes. La première, c'est me lever ces 3 dernières difficultés qui restent. Et la deuxième, s'il vous plaît, envoyez-moi les jeunes, quoi. Parce que si l'éducation nationale continue de remplir des filières de lycée pro qui mènent au chômage et laisse vide les CFA et toutes les classes qu'on aura ouvertes où on a des entreprises qui sont prêtes à les accueillir, on n'aura pas rempli notre objectif. Et si je leur dis en mars, je pense que j'ai une chance, 1, d'être entendu et 2, que ça se passe bien à la rentrée de septembre. Si on fait comme d'habitude, qu'on ne se prend pas en main, qu'on ne consolide pas d'objectif, on va se retrouver en septembre et puis là, évidemment, on ne sera pas à l'objectif et la question sera, c'est de la faute de qui ? Et vous savez très bien, quand on n'est pas préparé dans ce pays, quand ça peut être la faute de quelqu'un et qu'on est dans les quelqu'un, c'est toujours la nôtre. Donc ça fait partie des choses que j'aimerais beaucoup éviter. Et toute l'idée de bâtir un plan ensemble, de construire des engagements et d'être force de proposition, c'est à la fois de pouvoir lever les derniers blocages qui restent et surtout pas se retrouver dans 1 an et demi en position d'accusé parce que l'évolution de l'apprentissage ne sera pas à la hauteur des attentes du gouvernement. J'aurais une toute dernière question, parce qu'Alexandre a aussi des engagements derrière. Non, moi, répondre à vos questions, c'est ma priorité. Oui, Florentin, Centre technique industriel de la filière forêt-bois ameublement. Vous êtes chef d'une entreprise de taille intermédiaire, ETI, vous l'avez dit. Nos entreprises dans le secteur en face duquel vous êtes sont en général des ETI, il y a même des PME. Et ces entreprises n'ont pas forcément accès à tous les canaux de l'aide à l'innovation. Le président rappelait tout à l'heure l'importance de l'innovation. Bien sûr, nous avons les PIA, les plans investissement à venir, mais ils sont difficiles parce que les montants qui sont concernés sont très dépendants. Nous avons le crédit impôt recherche, mais nos entreprises, par rapport à des entreprises plus grandes, n'en bénéficient pas. Il y a des craintes, il y a des éléments. Qu'est-ce que pourrait faire le MEDEF pour faire en sorte, et on a des idées, on peut vous alimenter, de façon à ce que nos entreprises bénéficient encore plus de ces fonds qui servent à l'innovation ? Écoutez, là aussi, moi, je suis complètement convaincu que le MEDEF, en tout cas le MEDEF Avenue Bosquet, il doit être au service de tous ses adhérents. Donc, il doit s'organiser pour répondre aux préoccupations qui remontent du terrain. Sur des sujets comme ça, moi, je connais qu'une seule méthode, c'est d'avoir une discussion avec chacun pour être sûr que j'ai bien compris la difficulté. Où est-ce que ça bloque ? Les outils existent aujourd'hui. Pourquoi les gens n'y vont pas ? Est-ce qu'ils ont peur du contrôle fiscal ? Est-ce que la procédure est trop compliquée ? Est-ce qu'ils ne savent juste pas comment remplir le formulaire ? J'en parlais il n'y a pas longtemps avec une TPE de 4 personnes qui voulait prendre un apprenti. Quand ils ont vu arriver le formulaire pour prendre un apprenti, ils ont refermé le dossier. Ils ont fait une demi-page, ils ne savaient plus qu'est-ce qu'il fallait cocher, comment on fait. Voilà, alors je leur ai donné un petit coup de main, je leur ai dit, écoutez, je connais bien quelqu'un dans une fédération professionnelle à 3 km, allez le voir, je pense qu'il vous le... Même si vous n'êtes pas adhérent, je vais leur passer un petit coup de fil et ils vous aideront à remplir le formulaire, mais on est juste chez les fous. Donc, c'est parce que vous me remontrez, vous sur le terrain, morceau par morceau, brique par brique, les difficultés réelles
Pas des discours théoriques, c'est trop compliqué, on n'y arrive pas, tout le monde s'en fiche. Il faut aller prendre les sujets un par un. Moi, je l'ai vu dans mon expérience de 3 ans dans le monde patronal. Quand est-ce que les choses bougent? C'est pas quand je fais une belle démonstration avec une note juridique. C'est quand je les emmène et que je les prends par la main et que je les emmène sur le terrain. Quand j'ai expliqué à un Premier ministre que la pénibilité, ce n'était pas possible, non pas parce que le patronat était contre la pénibilité, scrognonieux, sable clair, on n'en voulait pas, mais quand je lui ai expliqué que ce qu'il me demandait de faire, vu comment je travaillais sur ma ligne de production, c'était juste pas possible. C'est pas que je voulais pas, c'est que je pouvais pas. Et pour tout vous dire, j'ai fini ma phrase en disant, en fait, il y a une seule solution. Je mets une puce dans le derrière de chacun de mes salariés et je regarde à chaque instant où ils sont. Ben, vous n'allez pas me croire, mais ils ne seront jamais d'accord. Donc, je ne peux pas faire. Et c'est à ce moment-là que je pense qu'il a commencé à comprendre qu'on n'était pas dans une guerre idéologique, dans un sujet bloc contre bloc, mais juste avec des gens qui étaient perdus parce qu'on leur demandait de faire quelque chose qu'ils ne savaient pas faire. Et je pense qu'à travers ce que vous évoquez et quelques autres, il faut que le MEDEF soit suffisamment à l'écoute de tous ses adhérents pour remonter ces difficultés, agréger celles qu'ils peuvent et porter quelques messages clés pour faire bouger les choses. C'est par l'exemple, c'est par la réalité du terrain, c'est par l'écoute qu'on y arrivera. Dans le monde d'aujourd'hui, les grands discours, j'en ai fait un peu, donc j'ai essayé d'évoquer une philosophie, mais la déclinaison de la philosophie que je vous présente, elle est bien par projet, elle est par point d'application spécifique, parce que c'est comme ça qu'on fera bouger les choses. Et c'est parce qu'à un moment, vous me direz, voilà, je rencontre cette difficulté, ou mes entreprises de telle taille rencontrent cette difficulté, et idéalement que j'ai le même retour de 4, 5 ou 10 fédérations, que je vais pouvoir agréger cette difficulté. Puis après, je vais prendre mon bâton de pèlerin, je vais demander un rendez-vous sur un sujet fiscal à Gérald Darmanin, et lui dire, écoutez, voilà, aujourd'hui, voilà comment ça se passe en vrai, voilà pourquoi ça ne marche pas, et voilà ce qu'on perd. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous êtes capable d'apporter une réponse? Est-ce qu'on allège les contrôles fiscaux? Est-ce qu'on simplifie la procédure? Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai une vraie idée de la méthode. Et la méthode, c'est de prendre les sujets morceau par morceau, de les agréger quand il y a une cohérence par rapport à tout ce qui remonte, et d'aller ensuite mettre tout son poids de légitimité et de poids du président du MEDEF, ou de ses représentants suivant les sujets, pour faire bouger les choses. Je l'ai fait sur la pénibilité, je l'ai fait sur les ordonnances travail. Là aussi, juste une anecdote. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est content des ordonnances travail telles qu'elles sont sorties après la négociation de l'été. Tout le monde a l'impression que ça a été facile. Tout l'été, avec les équipes du MEDEF et tous les gens qui m'ont aidé, on s'est battu du 27 juillet jusqu'à la publication des ordonnances pour résister au recul demandé par les syndicats, par l'administration, par la DGT et par tous les gens frileux qui ne voulaient pas que ça change. À être sur tous les textes, à répondre à chaque objection, à remonter des propositions. Donc, c'est parce qu'on est sur le terrain, c'est parce qu'on connaît ces dossiers, c'est parce qu'on sait ce qu'on veut obtenir qu'on y arrive. Et sur les exemples que vous donnez, il faudra faire pareil. Pas de grand discours, enfin on peut de temps en temps faire un grand discours, mais ce qui compte, c'est les résultats, c'est la capacité à faire. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans dans mon entreprise. Je pense que si je l'ai sauvé en 2009, c'est pas parce que j'ai fait un grand discours à nos banquiers, c'est parce que je leur ai montré mois par mois, année après année, ce qu'on allait faire, comment on allait s'en sortir, qu'à un moment donné, ils ont acheté l'histoire. C'est mon histoire, c'est ma vie, et j'essaierai de continuer au service de tous si j'ai la chance d'être élu dans un petit mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre.